يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marina Osturk et tu écoutes l'épisode 3 de notre spécial Ramadan d'Oser Éduquer. Aujourd'hui, on se retrouve avec une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Sabrina du compte Sab Art. Elle est naturopathe, épouse et maman de 2 garçons de 19 et 21 ans, dont un ayant un trouble de l'attention avec hyperactivité. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Marina Osturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. Et sur ce podcast, je prends le temps de répondre aux questions sexuelles de tes enfants selon tes valeurs et avec des mots adaptés à son âge. Je t'offre les outils concrets qui vont te permettre de poser un cadre sécurisant où ton enfant se sentira en confiance pour te faire part des défis de la vie auxquels il fait face au quotidien. J'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer selon tes valeurs, la volonté de construire une stratégie efficace te permettant de surmonter les challenges éducatifs à notre époque et te poussera bien sûr à passer à l'action. L'objectif des interviews Elle Ose est de nous permettre de découvrir le parcours de vie de mamans engagées qui ne cessent de bousculer leur quotidien pour oser éduquer selon leurs valeurs profondes. Je te propose donc de mettre pause dans ton quotidien. Installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Marina Osturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi, Sabrina. Bienvenue chez Oser Éduquer. Et notre première question, c'est... non, je vais te dire salam alaikum. Alaikum salam, comment vas-tu? Alhamdulillah. Avec les petits problèmes techniques qu'on a eu avant, du coup, Oui, voilà. on va mettre dans le décor nos auditrices pour leur dire que tout challenge a ses épreuves, mais alhamdulillah, on tient bon et on est ici avec Sabrina, c'est un vrai plaisir. Et Sabrina, on continue, on commence toujours par une première question qui est est-ce que tu peux nous dire quelles sont les origines de ton prénom et qu'est-ce que ça veut dire Sabrina? D'accord. Alors Sabrina, ça vient de la racine en fait sabr, qui est la patience. Donc je suppose que Sabrina, c'est celle qui a des qualités de patience, celle qui ne lâche rien justement, celle qui, malgré l'adversité, va continuer, tu vois, à se battre jusqu'à atteindre ses objectifs, on va dire. Ça ressemble un petit peu à ma vie quand même. Du coup, j'allais te dire, est-ce que ce prénom te porte dans ta vie et reflète bien ce que tu es? Oui, oui, je pense, oui. Après, la patience, pour moi, c'est un art qu'on n'a jamais fini d'acquérir, hein. Et c'est plutôt les gens de l'extérieur, tu vois, qui vont te dire, oh, je trouve que tu es vraiment patiente, etc. Mais moi, de mon point de vue personnel à moi, j'ai toujours l'impression que, bien sûr, on n'en a pas suffisamment. Et le prophète sallam dit chercher secours dans la prière et dans la patience, tu vois. Donc la patience, c'est une des grandes vertus que le croyant doit chercher à développer, tu vois. Et effectivement, le seul moyen, malheureusement, j'ai envie de te dire, ou heureusement, je sais pas, de la développer, c'est quand même d'être confronté à l'adversité. Donc,
il y a toujours un bien derrière une épreuve et effectivement, l'une d'entre elles est souvent qu'on va être obligé justement de patienter pour obtenir le résultat souhaité ou la délivrance de cette épreuve, tu vois. Mm. Et justement, en parlant d'épreuves, quelle épreuve que tu as pu vivre? Parce que là, en te présentant, j'ai pu voir que toi, tu cherches à mettre de la sérénité au sein des foyers par rapport aux enfants qui ont un TDAH. Et tu m'expliquais que tu as un enfant justement qui est TDAH. Est-ce que tu peux nous parler de cela? Oui, en fait, donc mon fils qui a 21 ans, mon aîné, à l'époque, donc il est né en 2002, hein, pour remettre un peu du contexte. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça. Personne n'a jamais entendu parler du TDAH, enfin en tout cas très très peu. Et je me retrouve donc avec mon premier enfant et clairement j'observe que son comportement est différent de tout ce que j'ai pu voir auparavant. J'avais une sœur qui avait déjà eu un enfant, je voyais des enfants autour de moi, mais j'en avais jamais vu un qui était aussi speed que lui. Et vraiment, c'était impressionnant. Et donc, moi, je me disais, bon, je sais pas, il y a l'air d'avoir quelque chose, mais je sais pas quoi, je sais pas mettre des mots dessus. Tu vas voir le pédiatre, te dit que oui, bon, peut-être que, mais bon, rien de significatif. Et le problème, c'est que c'est un trouble qui n'est pas diagnostiqué avant l'âge de 6 ans. Donc, le D'accord. problème, c'est que jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est assez long, hein, 6 ans quand tu attends et que tu sais pas. Et ben jusque-là, tu es dans l'incertitude, en fin de compte. Et c'est comme ça que moi, à 6 ans, en fait, bien avant, en fait, pour tout te dire, j'ai très vite senti que quelque chose clochait, malgré que personne ne voyait rien de spécial. Et j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. Alors, pas sur les réseaux, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le contenu qu'on a aujourd'hui. Hein, mais moi, j'étais déjà, comme on dit, un rat de bibliothèque. J'adorais lire, etc. C'était vraiment un univers dans lequel je me sentais bien. Et donc, j'avais besoin de faire des recherches. Je suis partie avec mon bâton de pèlerin et je me suis dit, faut que je trouve quelque chose, une piste, quoi. Tu vois, j'étais là avec. Et puis, c'est comme ça que petit à petit, je suis tombée un jour par hasard sur un CD-ROM. À l'époque, c'était la Vogue des CD-ROM. Moi, j'adorais ça, ce format-là. Et je découvre une américaine en fait qui explique justement ce qu'est le trouble de l'attention et notamment dans ses rapports avec l'alimentation. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui étaient développées. Mais quand elle explique à quoi ressemble un enfant qui a ce trouble, je reconnais immédiatement mon fils et à ce moment-là, j'ai plus aucun doute. À ce moment-là, il a 4 ans. Il a 4 ans, ça se passe d'ailleurs très mal à ce moment-là à l'école parce qu'évidemment, son hyperactivité fait qu'il ne rentre pas dans les cases. Il a besoin de bouger, il a besoin de se lever. Voilà, il ne peut pas rentrer dans les cases qu'on a définies pour lui et c'est très compliqué. Je vais me heurter comment dirais-je, à la violence en fait institutionnelle à ce moment-là. Hein. Ça va être très très dur. Et à partir de ce moment-là, moi je fais des démarches, mais ça va prendre 2 ans pour obtenir un rendez-vous dans un service hospitalier dédié qui va ensuite faire le diagnostic, mais à l'âge de 6 ans. Donc pendant ce temps-là, entre guillemets, il faut serrer les dents. Mais j'ai une question justement, les mamans qui nous écoutent et qui se demandent mais qu'est-ce qu'un trouble TDAH? Parce que quand on parlait en privé, tu me disais que les troubles de TDAH ils sont différents et ce n'est Mm. pas tous qui ont l'hyperactivité. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour que les mamans qui ont des petits-enfants par exemple puissent savoir comment justement elles peuvent détecter si leur enfant a un trouble et comment le faire diagnostiquer, Inch'Allah. Oui. Alors en fait, il y a 3 symptômes principaux. Tu as d'abord justement le trouble de l'attention qui est, on va dire, le symptôme central, hein, c'est-à-dire cette difficulté à cibler son attention, à être focus sur ce qu'il désire, souhaite faire comme activité, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est le premier élément. Parce que si tu veux, pour être attentif, il faut filtrer tous les stimuli extérieurs, tu vois. Et coucou, J'ai toujours mes acolytes derrière. c'est ça. Mais c'est pas grave. Et donc, c'est ça en fait. L'idée, c'est que pour être attentif, il faut faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Tu vois, là, tu me parles, je me concentre sur toi et je suis focus sur toi. Je ne m'occupe pas du bruit que fait mon fils dans la cuisine à côté, etc. Voilà. Le problème, c'est que ce filtre à stimuli ne fonctionne pas chez les enfants TDAH, d'où la difficulté. C'est-à-dire que tous les sens, en fait, vont être activés. Et ce qui va être compliqué du coup pour être focus. Donc ça c'est le premier élément. À côté de ça, tu as beaucoup d'impulsivité, c'est-à-dire le fait de passer à l'action avant de réfléchir aux conséquences de ses actes. Et donc ça, c'est typiquement, c'est des enfants qui vont faire énormément d'étourderies, de bêtises, etc. Alors qu'ils n'ont pas recherché ce résultat-là, tu vois. Et ensuite, tu as cette hyperactivité qui peut prendre 3 formes selon les enfants. Ça peut être une hyperactivité physique, comme c'était par exemple le cas pour le mien, c'est-à-dire un besoin moteur, hein, de bouger physiquement et de manière intense en fait tout au long de la journée. Ça peut être aussi une hyperactivité verbale, donc des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup verbaliser
tu vas beaucoup parler, beaucoup exprimer les choses, etc. Et tu as des enfants qui vont avoir plutôt cette hyperactivité mentale, c'est-à-dire cette cogitation permanente, en train de réfléchir, tu vois, et qui va se mêler aussi avec de l'anxiété. Alors, il faut savoir que c'est les 3 symptômes principaux, mais chaque enfant TDAH va avoir sa spécificité, puisque à ce trouble-là peut se rajouter d'autres choses, comme par exemple le trouble de l'opposition avec provocation. Mon fils, il avait ça, par exemple, même si à l'époque on ne l'appelait pas comme ça, mais il est entré dans cette catégorie-là. Tu peux avoir des troubles 10, hein, les troubles des apprentissages, tu peux avoir du trouble du spectre autistique aussi, tu peux avoir de l'anxiété, tu vois, donc il y a toute une panoplie d'autres choses qui peuvent se greffer à ce symptôme, à ce trouble principal en fait. D'accord. Si je comprends bien, il y a différents symptômes pour diagnostiquer justement un enfant TDAH. C'est auprès de qui qu'on fait ce diagnostic? Alors, il faut aller voir un spécialiste, un médecin spécialisé, hein, soit un neuropédiatre, donc un neurologue hein, spécialisé auprès des enfants, ou soit un pédopsychiatre, donc un psychiatre spécialisé auprès des enfants qui maîtrise ce sujet. C'est la première étape en fait pour obtenir un diagnostic. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diagnostic, il est clinique, hein. C'est-à-dire que c'est à la vue de l'enfant et par rapport aux antécédents, à tout l'historique de l'enfant, c'est-à-dire on va questionner beaucoup les parents pour comprendre comment cet enfant il a fonctionné jusqu'à présent. Et c'est ce qui va permettre de poser un diagnostic. Voilà, c'est pas avec des analyses sanguines ou avec des IRM cérébrales ou choses de ça. Non, ça n'existe pas. C'est vraiment un diagnostic qui est purement clinique au départ. D'accord. Euh, et comment tu as vécu cela avec ton enfant? Parce que maintenant, il a 21 ans maintenant, aujourd'hui, machin-là, et Oui. tu me dis ça date de 2002 que tu avais découvert ça. Comment a été ton quotidien? Mais si tu veux, le quotidien, ça allait à peu près dans le sens où moi, en tant que maman, je m'adaptais à mon enfant, tu vois. La difficulté, elle est venue, c'est quand tu vas te confronter à d'autres espaces, comme notamment l'école, ou l'entourage, la famille, enfin tous les lieux où tu vas être confronté finalement au regard de l'autre. C'est là que les problèmes ont commencé. Parce que si tu veux, c'est considéré comme un handicap, hein, ce trouble, et c'est un handicap invisible. Donc à l'œil nu, il n'y a rien, tu vois. Donc à l'œil nu, tu vois un enfant lambda, comme les autres. Donc tu attends de lui qu'il ait un comportement normé, entre guillemets, sauf que lui, il a un trouble, mais il ne se voit pas à l'œil nu. Et c'est ça la principale difficulté qu'on va rencontrer, cette, on va dire, ce jugement de l'autre qui ne prend pas en considération la spécificité de l'enfant. Et ce qui est le plus dommageable surtout, c'est qu'à l'école, les enseignants n'ont pas d'obligation à se former à ce trouble. Et c'est là où ça va être terrible, parce que là, il peut y avoir énormément de dégâts sur l'enfant, dans le sens où ce qui s'est passé, comme ce qui s'est passé pour le mien, et que je décris d'ailleurs dans mon podcast, parce que j'ai un podcast qui s'appelle TDAH Mom and Kids, où j'ai dédié justement les premiers épisodes à expliquer son histoire. Et là, j'ai expliqué justement que, eh bien, je ne l'envoyais pas à l'école en fait, je l'envoyais au bagne. C'est-à-dire qu'il passait sa journée en punition, du matin au soir. Et je récupérais un enfant dans un état psychologique lamentable. À la fin, je devais le tirer de force pour aller à l'école maternelle. C'est te dire la violence à laquelle il a été aussi confronté, lui, en tant qu'enfant. Et des enfants aussi jeunes, je ne sais pas si tu t'imagines, avec une très faible maturité cérébrale, ton enfant, il n'est pas prêt à vivre ça, en fait. Il n'est pas censé aller dans un endroit où il va être rejeté et puni, en fait, en permanence, tu vois. Et c'est ça qui va être très compliqué. Alors, ça, c'est du côté enfant, mais tu as aussi le côté maman, où bien sûr, on va te... En tant que maman, en fait, tu vas être jugée, tu vas être critiquée, et la première chose qu'on va faire, c'est que on va te faire comprendre que tu n'as pas fait ton job de maman, et que tu n'as pas posé le cadre, et que tu n'as pas posé les limites, alors que c'est un trouble et que ça n'a rien à voir avec ni le cadre ni les limites. Et ça, c'est très très difficile. Parce que en tant que maman d'un enfant TDAH, moi je les appelle les mamans de haut niveau, eh bien en fait, on a un haut niveau de pression, un haut niveau de charge mentale, et c'est absolument pas pris en compte par l'extérieur, notamment par l'école et par tous les gens que tu vas croiser sur ce chemin-là, quoi. Ça me fait penser, tu vois, ma fille n'est pas TDAH et je te comprends quand tu dis dans le sens, quand tu les mets dans un environnement qui n'est pas sain, dans lequel, comme tu dis, c'est violent en fait, ne serait-ce que pour l'enfant, mais pour nous aussi en fait, parce qu'on se dit, j'ai pas mis mon enfant pour qu'il vive ça en fait, en termes de jugement, en termes de punition, etc. Alors avec un TDAH justement, ça doit être encore beaucoup plus difficile. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement bah,
est-ce que tu l'as laissé dans cet environnement? Est-ce que tu as mis en place pour expliquer au corps professoral qu'en fait ton enfant il est différent et qu'en fait il faut avoir une certaine pédagogie vis-à-vis de ce type d'enfant, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, le problème, c'est que tant que je n'avais pas le diagnostic, je ne pouvais pas dire, voilà, il est comme ceci, il est comme cela, il a un trouble. C'était ça la difficulté. Donc j'étais prisonnière quelque part de ce vide qu'il y avait en termes de diagnostic, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que donc la deuxième année de maternelle, c'est là où ça a été extrêmement violent et que je me suis heurtée vraiment à des adultes qui voulaient rien entendre, quoi. Il faut punir, il faut punir. Je leur expliquais que vous voyez que la punition ne fonctionne pas, puisque chaque jour, vous reproduisez les mêmes punitions et vous n'obtenez aucun résultat. Pourquoi vous continuez en fait? Pourquoi vous essayez pas autre chose? Et je me suis heurtée à un mur. Et justement, quand il est passé en grande section, vraiment j'ai passé une année, on a passé une année vraiment très très difficile. Il y a eu un élément qui s'est passé au mois d'octobre. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai été interpellée déjà une semaine ou deux avant par l'ASEM de mon fils, qui m'a dit, excusez-moi madame, elle m'a interpellée, on s'est croisés dans la ville, hein, un jour où elle ne travaillait pas, et elle m'a dit, madame, je voudrais juste vous dire que c'est très très grave ce qui se passe avec votre fils à l'école. Elle m'a expliqué qu'il était devenu la bête noire des enseignants, de l'école, de la directrice, etc. Et moi, je voyais que ça se passait pas bien, mais je n'avais pas mesuré que c'était à ce point-là. Et je lui dis, ah oui, carrément. Et elle me dit, ah oui, je vous assure. Elle me dit, mais voilà, il faut que ça reste entre nous, etc. Donc, je t'explique dans quel état j'étais psychologiquement. Alors, je pouvais évidemment pas dire que je l'ai su par la SEM, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé encore de remettre le dialogue et je voyais que j'étais face à un mur. La semaine suivante, je viens chercher à un moment donné mon fils à 16h30. Et les enfants sortent les premiers, je vois les enfants qui sortent de la classe, et puis je vois des enfants joyeux, brouhaha et compagnie, ils ont plein de chocolat sur les mains et tout, apparemment ils ont fait un goûter. Donc, et puis arrive en dernier le mien, et je le vois, puis alors lui il a l'air tout triste, il n'a pas de traces de chocolat et tout, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, vous avez fait un goûter, etc. Et là il me dit, non, moi j'étais punie, et je devais regarder les enfants manger leur goûter. Bon, alors là, comment te dire? Comment te dire qu'avec tout ce que j'avais accumulé déjà depuis un an, avec ce que m'avait dit la SEM et avec ce que venait de dire mon fils, là j'étais dans un autre état en fait. C'est comme il y a eu un point de bascule. Je suis rentrée, j'ai pris mon fils, on est rentré à la maison. J'ai même pas cherché à parler avec l'enseignant, tu vois. Je suis rentrée, j'ai attendu que leur père rentre. Leur père est rentré, j'ai laissé les enfants. Et moi, je suis retournée à l'école et mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais régler un petit problème. Je reviens. Et là, tu sais, pendant un an, elle m'a laminée psychologiquement. Donc, tu sais, quand tu es une maman comme ça, tu n'as plus de force psychologique. En fait, tu perds ta confiance en toi, tu perds ta croyance en tes capacités de maman, en fait. Hein. Tu te sens complètement incompétente. Tu te dis, tout ce qu'on te renvoie, c'est qu'en fait, t'es pas capable, en fait, tout simplement. Et ce jour-là, c'est comme si d'un seul coup la flamme s'était ravivée en moi. Et donc je suis rentrée dans l'école et c'était l'heure à laquelle à peu près l'école va commencer à fermer en fait. Elle était vers 18h30, 19h, quelque chose comme ça. Et je rentre, je vois le bureau de la directrice allumé, j'y vais, je lui dis bonsoir et je lui dis je viens récupérer les affaires de mon fils. Et elle me regarde, elle comprend pas, elle dit mais je comprends pas comment ça. En fait, je parle pas avec elle, je me dirige dans le couloir. Je vais là où, tu sais, il y avait la photo de mon fils avec ses petites affaires accrochées sur le porte-manteau. Je récupère ses souliers, je récupère ses petites affaires, j'arrache la photo. Je prends celle au passage de son frère parce que son frère venait de passer en petite section. Et là, l'autre, elle me suit dans le couloir et j'entends une espèce de brouhaha qui me parle. Mais tu sais, j'entends plus, je suis dans un autre monde là. J'ai basculé dans un autre monde. Et donc, j'entends avec ses talons elle me suit, tu vois. J'entends le bruit de ses talons derrière moi. Je récupère toutes les affaires et puis arrive la porte de sortie. Donc, je me dirige vers la porte de sortie. Et la dernière chose que j'entends, c'est cette femme-là qui crie en fait et qui dit vous allez compromettre son avenir, madame. Et là, je ferme le portail, tu sais, je sors avec les affaires et là j'ai un espèce de soulagement, tu as toutes les larmes qui explosent de mes yeux, de mon corps, toute la pression qui retombe. C'est comme si enfin, tu sais, je reprenais vie et je comprenais que je venais de prendre la meilleure décision de ma vie. Donc ça a commencé déjà par cette action-là, si tu veux, l'extraire de cet environnement toxique où j'envoyais mon enfant depuis plus d'une année, tu vois. Et Non, c'est comme ça que j'ai décidé de sauver mon fils, entre guillemets. Et l'année qui a suivi, cette année-là, on a fait l'école à la maison. Ça a été
la plus belle année de ma vie? Ton, ton- et j'ai les larmes aux yeux parce que ton histoire elle m'a profondément touchée. Hmm. Ah mais c'est vrai que chaque fois que je raconte cette histoire, moi-même j'ai l'émotion qui remonte parce que tu te dis comment est-ce que c'est possible en fait qu'on fasse vivre ça à un enfant et surtout par une institution publique en fait. Et tu te dis des gens qui sont censés comprendre ce qu'est un enfant, tu vois, même s'ils ne sont pas spécialisés dans ce trouble. Et c'est ce qui, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que j'allais pas laisser mon enfant souffrir comme ça et que si j'avais rien fait, bah, ça aurait été une bombe atomique à l'adolescence, tu vois. Je Mm. faisais le lien entre... et tu vois, à part la suite, il se trouve que j'ai travaillé moi-même, j'étais juriste et j'ai travaillé dans l'administration pénitentiaire. Et tu vois, ça m'a beaucoup touchée parce que quand j'étais confrontée à ce milieu ben, de personnes en détresse, de délinquants, etc., il y avait toujours ce lien avec l'école et la famille. Et le fait que ce qui revenait souvent, c'est ben, j'ai été rejetée par ma famille parce que je travaille pas bien à l'école, parce que l'école m'a dit que j'étais un cancre, parce que l'école m'a mis une étiquette. Et tu vois, c'est ce qui a failli arriver à mon enfant. Mm. Et, et j'ai été contente ce jour-là d'avoir trouvé Bi'idnillah grâce à Dieu, parce que je sais même pas d'où elle est venue cette force, vue dans l'état, parce que je dormais plus. Hein. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ça faisait des semaines que j'en dormais plus. Ça me rendait malade. Je me disais, mais comment je vais faire pour m'en sortir et ce jour-là, alhamdoulilah, que j'ai eu cette force de faire ça, je crois que c'est ce jour-là où j'ai décidé bah, que j'allais sauver mon fils, en fait, quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça que j'ai essayé de trouver des solutions. Et quand j'ai eu le diagnostic à l'âge de 6 ans, bah, j'ai décidé que j'allais tout faire, en fin de compte, pour trouver des solutions à son trouble. C'est-à-dire que j'étais pas dans le domaine de la santé, je n'y connaissais absolument rien, mais c'est à partir de ce moment-là où je vais axer toutes mes recherches sur la santé parce que la proposition qu'on m'a faite au niveau médical était totalement insatisfaisante pour moi. On m'a dit en gros, à part le traitement, il n'y a rien. Et au départ, on m'a mis une pression pour le médicamenter. Et en fait, ce que je ne comprenais pas, c'est que la pression du médicament, elle est venue de l'enseignante qui l'avait en CP. Et je me disais, mais c'est fou parce que normalement, quand on est malade, c'est toi qui cherches le traitement. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui est extérieur à toi. Mm. Tu vois, c'est toi qu'on a besoin. Et là, je me disais, mais en fait, c'est bizarre, c'est la maîtresse en fait qui a besoin du traitement, c'est pas mon fils. Parce qu'en fait, c'est elle qui me réclame le traitement. Donc en fait, si je comprends bien, c'est un outil de gestion de la classe en fait. Je dois donner un médicament qui, entre parenthèses, est classé comme stupéfiant, hein, qui joue sur le cerveau. C'est pas un médicament anodin, on n'est pas en train de parler du Doliprane, et même le Doliprane, c'est pas non plus totalement anodin d'ailleurs. Et je me disais, mais c'est fou quoi, je dois faire ça pour l'obliger à rentrer dans une case qui a été prédéterminée pour lui. Bah non en fait. Et donc j'ai résisté, si tu veux, à cette pression qu'on m'a mis pour le médicamenter. Et finalement, figure-toi que j'ai découvert 18 mois après, j'ai changé d'hôpital aussi parce que ça se passait pas bien avec le premier neurologue. Et là, on m'a expliqué qu'en fait, on lui a fait plein d'analyses et on m'a dit qu'il était contre-indiqué aux médicaments. Donc finalement, tout ça pour ça. Donc finalement, il ne pouvait même pas y prétendre. Et c'est là que finalement, tout ce chemin-là, je l'ai utilisé pour comprendre comment le cerveau de mon fils fonctionne, comment je pouvais agir, tu vois, au niveau de sa santé pour améliorer les choses. Et j'avais aucune information, je suis partie de zéro. Et c'est sur ce chemin-là que j'ai découvert au fur et à mesure la naturopathie. Euh, j'ai repris mes esprits. Et, déjà, ça m'a touchée. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas conscience en fait de la souffrance qu'on peut avoir en tant que mère quand on voit son enfant souffrir en fait. Mm. Et en fait, quand tu as parlé, en fait, ça m'a rappelé ma propre histoire avec mes enfants. Tu vois, quand je prends ma fille et je la sors de l'école et je lui dis non, mais c'est fini en fait. Tu Mm. rentreras jamais plus dans une institution où en fait tu es le bourreau en fait. En fait, tu es la victime en fait Le de bouc gens émissaire, ouais. voilà, de gens qui n'ont pas de rahma, de gens qui n'ont pas. Pour moi, c'est pas des adultes en fait. Pour moi, c'est pas des adultes, c'est pas possible en fait d'avoir cette mentalité de pouvoir maltraiter un enfant dans lequel où on te dit que tu fais partie d'un corps professoral où tu dois protéger en fait nos enfants. Ça veut dire que quand je décide de mettre mon enfant dans une institution, c'est que je remets ma confiance en toi et que tu dois m'aider dans l'éducation de mon enfant. Et franchement, j'ai ressenti ta souffrance et je dis à toutes les mamans qui sont en souffrance justement par rapport à l'éducation de son enfant, etc. Mais en fait, vous n'êtes pas tout seul parce que Mm. faut vraiment prendre conscience qu'il faut raconter son histoire, il faut pas se sentir, Mm. faut pas rester avec les personnes qui vont
nous juger ou nous critiquer, etc., mais vraiment trouver un environnement sain qui nous permet en fait de raconter nos histoires et de trouver une épaule prête à nous écouter, à nous dire, bah, en fait, voilà, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on ose, il faut qu'on aille de l'avant. Et c'est ce que tu as fait, machin là, tu as décidé en fait de, de bah, d'aller chercher ce remède pour justement aider déjà dans un premier temps ton enfant et dans un deuxième temps aider les autres mamans qui vont se retrouver dans cette même situation. Et franchement, je trouve que ton prénom te représente bien finalement, tu vois. C'est Machallah. vrai, mais ça a été, c'était, tu vois, c'était incroyable parce qu'à l'époque, tu sais, j'étais tellement en souffrance, hein, j'ai fait un burn-out parental, hein, c'était très très violent pour mon corps, pour ma santé. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'en paye les conséquences, hein. Mais à l'époque, tu vois, quand tu vis une épreuve, subhanallah, tu sais pas pourquoi, tu vois. Et tout a pris sens, bah, après, bien après, longtemps après. Et tu vois, mon fils, il a tout changé dans ma vie. Il a changé ma vision de la vie. Il a changé la femme que j'étais, il a changé la mère que j'étais, il a même changé ma trajectoire professionnelle. Mon fils a tout changé, a tout bouleversé, tu vois. Allah, subhanahu, il l'a utilisé comme cause pour tout ça, tu vois, pour tous ces bouleversements, tu vois, qui devaient servir à quelque chose derrière, subhanallah. Et c'est vrai que quand je raconte mon histoire, tu vois, notamment sur le podcast, j'ai eu beaucoup de retours. Il y a beaucoup de mamans qui m'ont envoyé des messages en pleurant, justement, en me disant: Mais Sabrina, c'était tellement incroyable ce que tu as raconté. On est passé exactement par les mêmes douleurs, les mêmes souffrances que toi. Et ça fait du bien d'entendre quelqu'un le dire. Et à l'époque, j'étais seule, tu vois. Et je l'ai vécu dans la plus grande solitude. Ça m'a beaucoup affecté, ça, tu vois, de le vivre seul. Et tu as totalement raison. C'est pour ça que c'est important, eh bien, d'offrir cet espace, comme tu dis. Et moi, justement, bah, j'ai créé notamment des coachings de groupe pour ça, pour que d'autres mamans se retrouvent entre elles et qu'elles n'ont pas l'impression d'être la seule extraterrestre de l'école qui ne sait pas faire avec son enfant. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a renvoyé. Tu vois, on m'a renvoyé: Oh, mais tu sais pas t'y prendre. Oh, mais t'es pas assez dur. Oh, mais t'es pas assez exigeante avec ton enfant. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a à voir avec le fait que c'est un trouble neurologique. Donc, ça se passe au niveau du cerveau, tu vois. Donc, c'est un fonctionnement cognitif différent. Donc, avec un enfant qui a un fonctionnement cognitif différent, tu dois aussi avoir une solution qui est différente. Tu vois, donc le système classique d'éducation ne fonctionne pas avec ces enfants-là. Donc moi, si tu veux, dans mon approche, parce que je me suis formée à la naturopathie, mais pas seulement, je me suis formée aussi sur la posture éducative, ce qui me permet, tu vois, d'offrir aux mamans une approche globale, tu vois, à 360 degrés, tu vois. Et c'est ça qui fait que on a des résultats juste incroyables. Mais moi, à l'époque, j'étais seule, et je ne sais pas si les gens se rendent compte quand tu vis ça seule, à quel point ça te détruit. Moi, j'ai toujours l'école. J'envoyais mon enfant pour s'instruire, mais en fin de compte, l'école nous a détruits plus qu'elle l'a instruit, tu vois. Non, non, et tu vois, je trouve que tu inspires vraiment ce oser, tu vois, parce que tu as dit, et je pense que les mamans qui vont nous écouter, je pense qu'elles vont se retrouver dans ça parce que c'est vrai qu'à l'arrivée de nos enfants, ils ont tout transformé dans nos vies en fait. Et comme tu l'as dit, si bien dit, ils ont transformé la femme qu'on est, ils ont transformé notre vie professionnelle et ils ont transformé euh, la femme engagée que nous sommes aujourd'hui en tant que maman, en tant qu'éducatrice. Et vraiment, l'enfant, moi je trouve que c'est un véritable cadeau qu'Allah nous offre parce qu'il vient nous faire grandir. Et je trouve qu'il vient nous faire grandir en liberté, c'est-à-dire qu'il vient nous faire découvrir la femme qu'on voulait limite faire taire. Tu vois, on se tait, on essaie d'être gentil, on essaie de. Et je parle pas du gentil, genre bienveillant, etc. Je parle de tais-toi et obéis, en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et je trouve que nos enfants nous ont appris justement à oser affirmer notre personnalité et affirmer en fait que l'environnement dans lequel mon enfant il n'est pas bon pour lui en fait. Mm. Et c'est ça que je trouve qui est extraordinaire dans ton histoire et dans la force que tu as et le fait aussi d'oser nous expliquer aussi ce burn-out parce qu'en fait on a l'impression que tu vois, par exemple, quand on le voit dans les réseaux, etc., on a l'impression que tout est parfait, en fait. Mais Mm. alors, les gens ne voient pas l'envers du décor. Ils ne voient pas la solitude, les pleurs, les larmes, la Mm. difficulté de notre quotidien, etc. Et que, en fait, le fait de créer ces groupes, de créer ces espaces où justement on échange, où on partage, on se rend compte que
bah, alhamdoulilah, on se retrouve chacune dans nos histoires et que ça nous permet de grandir. Et franchement, bravo d'avoir ouvert ton podcast et justement de partager parce que aujourd'hui, beaucoup de parents se retrouvent dans cette situation de TDAH, mais ils ne trouvent pas de porte parce qu'en plus, on peut se retrouver en toi parce que tu es femme, musulmane, voilée, etc. Du coup, on peut se retrouver en disant, bah, elle va parler avec mes valeurs, elle va Mm. parler en sachant la discrimination que je peux recevoir en tant que femme voilée, musulmane, etc., en France, etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est c'est super. Moi, je trouve que les femmes d'aujourd'hui, elles ont beaucoup de courage. Et vraiment, qu'elles doivent continuer dans ce courage-là au niveau de l'éducation de leurs enfants. Et tu viens de nous prouver à travers ce témoignage et la force que tu dégages à travers ton action. Et ça se voit que, que ça te porte, en fait, cet engagement. Franchement, Mm. machin. C'est ça, tu sais, quelque part, tu sais, c'est presque une thérapie pour moi de faire ça. Parce que tu vois, moi, j'avais eu un parcours, voilà, bon élève, etc. J'ai fait des longues études, j'avais un emploi stable, j'étais cadre dans la fonction publique, tu vois, entre guillemets, la vie que la société, tu vois, te valide, mais qui en réalité, j'étais totalement à côté de mes valeurs et je me sentais pas bien. Et j'avais pas compris que j'étais moi-même neuroatypique, tu vois, comme mon fils. Je ne le savais pas à l'époque. Bah, moi, quand j'étais jeune, tu vois, jamais personne ne s'intéressait à ces sujets-là. Et, et du coup, en fait, grâce à mon fils, j'ai découvert qui j'étais. Je ne le savais pas. Tu vois, par exemple, quand j'étais au travail, j'avais tellement besoin de sens. Et j'embêtais tout le monde avec ça. Et souvent, les gens me disaient toujours la même chose. Ils me disaient, mais Sabrina, arrête de demander pourquoi. Contente-toi de faire ce qu'on te dit. Mais ça, je peux pas. Clairement, si j'ai pas compris le sens d'une chose, je ne peux pas faire. Je ne fais pas partie des gens qui sont dans le mode exécutant, tu vois. Moi, j'ai besoin vraiment de mettre du sens dans ce que je fais. Et du coup, j'ai changé plusieurs fois de service. Je me disais, bon, bah là, ils ont rien compris, c'est pas bien comment ils font, bon, je me vais ailleurs. Mais ailleurs, c'était pareil. À la fin, je m'étais remis en question moi. Je me suis dit, mais ça doit être moi le problème. Pourquoi tout le monde arrive à faire sans comprendre et moi, j'ai besoin de comprendre en fin de compte? Mais en fait, non, c'était juste que parce que je ne savais pas que j'avais un fonctionnement cognitif aussi différent. J'ai été diagnostiquée il y a un an moi-même d'un TDAH, je ne le savais pas. Donc je l'ai découvert aussi. Et, et finalement, ben, grâce à la différence de mon fils, j'ai découvert aussi que j'avais ma propre singularité et que c'est aussi pour ça que je ne trouvais pas ma place dans le milieu professionnel parce que c'est un cadre qui ne me correspond pas, tu vois. Et maintenant que j'ai osé, parce que ça aussi ça a été difficile, hein, oser quitter la stabilité d'un emploi que tu as à vie, hein, parce que moi j'étais carrément fonctionnaire, donc moi j'avais signé jusqu'à la retraite, tu vois. Donc le jour où il a fallu que je dise stop et que je bascule dans l'entrepreneuriat sans aucune sécurité, parce qu'en plus quand tu es fonctionnaire, tu n'as même pas le droit au chômage, tu n'as droit à rien. Vraiment, je suis passée de j'ai un salaire à bah, débrouille-toi, c'est la nouvelle vie qui commence. Et ben là, ouais, il a fallu vraiment un sacré voilà, coup de pied au derrière, comme on dit, pour que je puisse franchir ce pas. Mais maintenant que je l'ai fait, tu vois, ça fait 3 ans, c'était en 2000, ça va faire 3 ans en avril, là, avril 2021. Mais là maintenant, je me dis, mais je suis tellement à ma place, tu vois. Et, et les mamans, quand elles me découvrent, mais elles sont trop heureuses, tu vois. Elles me disent, mais Sabrina, on n'avait pas de solution. Et là, en plus, on a l'histoire d'un parcours, parce que mon fils, il a 21 ans. Donc, j'ai déjà traversé toutes les étapes. L'adolescence, je suis passée, j'ai tout franchi, tu vois. Aujourd'hui, c'est un jeune homme épanoui qui va très, très bien. Rien ne le distingue d'un autre jeune homme. Alors que, petite parenthèse, on m'avait prédit le pire, hein, parce qu'à l'école, tu sais, ils sont très forts aussi pour te faire des prédictions apocalyptiques, hein. Moi, on m'avait dit qu'il allait finir dans la délinquance, qu'il serait jamais capable de respecter des règles, qu'il serait complètement à côté de ses pompes, qu'il serait jamais autonome aussi. Alors ça, on me l'a sorti, si tu savais le nombre de fois où il ne serait pas autonome cet enfant-là. Bref, c'est très difficile de se projeter positivement quand tout l'extérieur, tu sais, te met un focus mais négatif sur ton enfant. Ça veut dire que si à un moment donné, toi, tu te mets pas un focus sur la lumière de ton enfant, tu vois que la zone d'ombre en fait, tu vois. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est là-dessus que je forme les mamans, tu vois, Mariama, parce que c'est ça qui est hyper important. C'est que je leur dis toujours, les problèmes de l'école, ils doivent rester à l'école. Toi, c'est pas ton rôle en fait de ramener les problèmes de l'école chez toi. Tu vois, toi, ton rôle, c'est de donner cet amour inconditionnel à ton enfant. Ne fais pas la même erreur que moi j'ai faite, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les discussions tournaient autour de la maîtresse t'a demandé si, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te plies, il faut que tu te soumettes. Mais non, en fait, est-ce que la maîtresse, elle règle mes problèmes de la maison, elle les règle en classe, à l'école? Non, elle en a rien à faire de mes problèmes. Elle me laisse toute seule avec mes galères. Donc chacun son travail, en fait, à un moment donné. Et en fait, c'est ça l'erreur, c'est que beaucoup de mamans vont détruire ce lien unique qui les unit à leur enfant, à cause de cette école qui s'est interposée entre leur regard et celui de leur enfant, tu vois.
Et quand tu fais ce travail-là, et les mamans après elles te disent, mais Sabrina, mais tu nous as ouvert les yeux en fait. Tu vois, c'est comme d'un seul coup, tu sors tu sors de cet univers-là et tu as un nouveau champ de conscience qui s'ouvre à toi. Et tu dis, bah oui, en fait, mais attends, mais mon enfant, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je vais pas le bousiller à cause d'un mauvais carnet de notes. Donc tu vois, ce sujet-là, pour moi, il est vraiment fondamental et on le travaille beaucoup dans mes accompagnements, tu vois. Bah, justement, tu peux nous dire, pour rassurer les mamans qui nous écoutent, ton fils de 21 ans, parce que comme tu as dit, tu as passé toutes les étapes, etc. Comment tu le trouves aujourd'hui et comment tu le trouves aujourd'hui? Voilà. Ben, en fait, mon fils, il a dépassé toutes nos attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il travaille dans un domaine qu'il adore, qu'il a choisi lui-même, qu'il a pris le temps, on a été à son rythme à lui. Voilà, je lui ai pas imposé, tu vois, le rythme de l'école. Non, il faut que à cet âge-là, tu décides ton orientation. C'était toute une histoire, je l'ai racontée dans mon podcast, mais il a été aux Comores parce que son meilleur ami était comorien. Et ouais, Wow. voilà, bah, il a été c'est ce voyage. Ouais, c'est ce voyage, ce printemps-là qui a tout changé. Son meilleur ami était comorien. Et sa maman, la maman de ce meilleur ami, qui est donc comorienne, avait peur pour son fils qu'il dévie ici, tu vois, en France. Et donc, elle voulait l'envoyer aux Comores. Et lui, il lui a dit, c'est niette, sauf si j'y vais avec mon fils, avec son pote, quoi. Et donc, un jour, mon fils vient me voir, il me dit, voilà, est-ce que je peux aller aux Comores? Il me dit, quoi, mais d'où ça sort? Et il me dit, ouais, mais parce que voilà, mon meilleur ami, sa maman, elle veut le renvoyer au bled, mais lui, il veut pas, sauf si j'y vais avec lui. Et puis, à ce moment-là, il se cherchait. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc j'ai été rencontrer bien sûr d'abord la maman, on a échangé, vraiment j'ai kiffé tout de suite, on a accroché elle et moi. Et j'ai dit, allez hop, vas-y, on prend ton billet. Je l'ai envoyé aux Comores. Quand il est parti aux Comores, il savait pas ce qu'il allait faire de sa vie, tu vois. Il s'est dit, voilà, j'y vais en mode découverte et tout. Quand il est revenu des Comores, c'était incroyable. Tout s'était clarifié dans sa tête. Mais ça y est, je sais ce que je veux faire, etc. Et donc bah, maintenant, il travaille dans la sécurité. Il adore son travail, ça correspond exactement à sa personnalité, parce que tu vois, il avait toujours ce côté je n'ai peur de rien et j'ai besoin d'adrénaline. Donc il la trouve dans son travail. Il est extrêmement bon dans toutes les situations qui demandent du sang-froid, tu vois, comme quoi, quand on te dit que non, ils sont pas capables de ceci, de cela. C'est exactement le contraire. Mon fils, il est très doué quand il s'agit d'apaiser les tensions entre les gens, de résolver des conflits, tu vois. Et ben c'est juste incroyable. Même moi, je découvre ce potentiel que je n'avais même pas imaginé. Ces talents d'observateur aussi, ça a toujours été un enfant hyper observateur. Ben, dans son travail, il s'en sert énormément. Donc aujourd'hui, il est ultra heureux. Franchement, que dire de plus? Il travaille, il est autonome, il a sa voiture, il a son permis. Voilà, il s'éclate, il vit sa vie. Et on est très très loin de tout l'apocalypse qu'on m'avait prédit, quoi, tu vois. Machallah. Bah oui, il faut aller aux Comores, hein. Les Comores, Voilà, c'est ça. Allez aux Comores, tout va s'éclairer. mais tu rigoles, mais moi aussi, quand je suis partie aux Comores à l'âge de 14 ans, c'était. Après, c'est mon pays d'origine, mais ça faisait un bon moment que j'étais pas partie. Mais c'est vrai que ça a changé ma vie. Mmh. Vraiment, c'est un pays très riche humainement. Ah oui. Et le pays de l'île de la Lune, quoi. C'est vraiment. Franchement, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait comorienne et d'avoir fait Ah, découvrir mon tellement. île et la beauté de ces gens-là. Et Ah franchement, oui. alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'est vraiment, ouais, complètement. Moi, je connaissais pas du tout non plus. Bon, à part que j'avais aussi quelques amies comoriennes. Mais c'est vrai que la qualité humaine de ces gens-là, malgré les conditions dans lesquelles ils sont, etc., vraiment, leur désir aussi de spiritualité très fort, tu vois, vraiment de s'investir dans la foi. C'était incroyable parce qu'il a même été à l'école là-bas. Donc c'est très drôle. Il m'a raconté, il n'y avait même pas de table, hein, parce qu'il était dans un petit village, il était même pas dans la capitale, tu vois. Donc vraiment, quand je te dis qu'il était dans le vrai village comorien, il était vraiment, tu vois, avec les bancs en bois, etc. Et là-bas, il y avait plein d'enfants. Ils n'avaient jamais vu des blancs. Tu sais, ils n'ont même pas la télé. Donc quand il allait dans les rues, ça le faisait rire lui parce qu'il faisait peur aux enfants, tu vois. Donc oui, non, c'était extraordinaire parce qu'il a été vraiment dans un lieu préservé naturellement à tous les niveaux en fait, où des gens sont encore purs, tu vois, parce qu'ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas la télé, et vraiment ouais, il y a ces relations humaines qui ont été très fortes, et vraiment, ça a été une expérience incroyable pour lui, tu vois. Mashallah, mashallah. On arrive à la fin de notre podcast et la dernière question. Non, je vais te poser deux questions. Là, Sabrina, tu as 10 ans de plus. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Sabrina d'aujourd'hui? Si j'ai 10 ans de plus. Là, on est parti dans le futur, on est en Ah, dans le futur, 2034. d'accord. On est en Ok. 2034.
Qu'est-ce que tu dis à la Sabrina de 2024? Ben, je lui dirais, continue ton combat et tu vas permettre en fait de vraiment aller au bout de ce que tu voulais faire en fait, tu vois. D'ouvrir le champ des possibles. D'ouvrir le champ des possibles aux mamans. Moi, ça reste ma thématique de cœur et je lui dirais ça. Parce que je pense que j'ai même pas accompli 5% de ce que j'ai envie de faire. J'ai encore tellement de projets pour les mamans. Et quand tu vois le monde dans lequel on vit, eh bien, ça me motive encore plus. Parce que tu sais, quand tu touches une maman, tu touches toute une famille. Et tu vois tous ces enfants-là qui vont pouvoir s'épanouir grâce à des mamans qui vont bien, parce qu'un enfant, je le répète toujours, a toujours besoin avant tout d'une maman qui va bien. Eh bien, c'est des enfants qui vont bien se construire et qui seront une lumière pour demain. Donc toutes les lumières là pour demain qu'on va voir dans 10 ans, c'est aujourd'hui en fait que ça se passe. Tu Machallah. vois. Machallah, t'as bien dit. Et on termine par la dernière question qu'on pose. Quel est le verset qui t'inspire et qui te pousse à rester la Sabrina d'aujourd'hui, toujours motivée, souriante, malgré les épreuves, etc. Alors, je l'ai à côté de moi parce que tu vois, j'ai un cahier où je note les versets qui m'ont touché ce moment-là. Donc c'était trop cool que tu m'aies dit ça. Je me suis dit, purée, j'ai bien fait d'avoir mon cahier. Eh ben, il y en a un. Il y a un verset particulier qui m'a, le jour où je l'ai lu, alors moi j'ai lu en traduction française, bien sûr, je maîtrise pas la langue arabe assez profondément, mais peut-être que toi, si c'est le cas, peut-être tu vas pouvoir nous éclairer. Mais c'est le verset 252 de la sourate Al-Baqarah qui Mm. dit, en français, et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue, mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Et qu'est-ce Non qui mais te ce touche dans ce verset, verset? Et qu'est-ce qui il te est touche juste dans ce verset? incroyable. Comment? Explique-nous ce qui te touche dans ce verset. Ben, ce qui me touche dans ce verset, c'est qu'en fait, Allah il dit qu'il neutralise une partie des hommes par les autres. C'est-à-dire, ceux qui font le mal, il le neutralise par ceux qui font le bien. Subhanallah. Mm. Non mais t'imagines la puissance du truc? Et c'est là que tu te dis qu'on a tous un rôle à jouer. Tu vois, parce que des fois on se dit, ouais, mais moi, toute seule à mon échelle. Non, mais en fait, si tout le monde à sa petite échelle fait quelque chose, eh ben, toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, à la fin, subhanallah, Allah, il fait qu'on neutralise ben, ceux qui malheureusement œuvrent dans l'autre sens, tu vois. Et ça, c'est trop puissant. Ça, moi, le jour où je l'ai lu, waouh, c'est... mais là que je t'en parle, j'ai des frissons, tu vois. Subhanallah. Et tu te dis qu'en fait, on a toutes notre rôle à jouer, tu vois. Et surtout nous les femmes. Parce que la singularité de nous les femmes, c'est que c'est nous qui donnons la vie, tu vois. Et cette vie-là, elle est précieuse. Donc qu'on soit le plus nombreux, Inch'Allah, à faire partie de ces hommes qui neutralisent ceux qui font le mal, tu vois. Machallah, machallah, et on termine sur ces magnifiques mots. Le message de Sabrina, c'est que il faut vraiment que chacune d'entre nous prenne conscience qu'on a chacune des capacités et que Mm. si on agit toutes en fonction de nos capacités, on fera ce mur concernant ceux qui font le mal. Et franchement, c'était une très belle rencontre. Tu m'as fait pleurer. C'est pas grave, c'est qu'il y avait quelque chose à libérer, il faut l'accepter. Ouais, machallah. Et franchement, j'ai été très émue et j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et franchement, j'apprécie énormément ce challenge parce que je découvre des personnalités magnifiques. Et j'espère vraiment que les filles, celles qui nous écoutaient, vous avez apprécié de découvrir Sabrina, de découvrir son courage, de découvrir sa patience, de découvrir son combat concernant la vie qu'elle a vécue par rapport à son fils et par rapport au fait qu'elle veut nous soutenir dans l'éducation de nos enfants vis-à-vis du TDAH, qu'en fait, on a toutes les capacités en nous et Alhamdulillah, Allah est avec nous et qu'il faut qu'on continue à oser. Du coup, Barakallahu fik, Sabrina. Si vous avez apprécié ce podcast, bah, n'hésitez pas à le partager à toutes les mamans qui aimeraient entendre la voix de Sabrina et toutes ces pépites qu'elle nous a partagées, machallah. Et je te laisse le dernier mot, Sabrina. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme message à nos auditrices, Inch'Allah? Bah déjà, Wafik Bakara, merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir. Tu sais, moi, j'adore partager sur ces sujets-là. C'est vraiment quelque chose qui me touche tellement. Et je dirais que pour terminer, bah, je vais te dire ma phrase fétiche que je vais transmettre à toutes les mamans qui nous écoutent, et notamment bah, les mamans qui ont des enfants TDAH, mais pas que. C'est le meilleur est à venir à condition d'agir. Voilà, moi, c'est ma phrase fétiche. Machallah.
Sur ces mots, Barakallahu fik, on va continuer à souhaiter le meilleur et à se mettre en action pour que Amin. ce meilleur-là arrive, Inch'Allah. Barakallahu fik pour votre écoute. Merci pour votre attention durant ce mois de Ramadan. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la baraka dans ce temps et la baraka dans ce mois, que Amin. nous en profitons à bon sens et que ce mois soit un mois d'éveil Amin. spirituel, intellectuel et qui nous donne envie d'oser pour justement éduquer une génération beaucoup plus forte et beaucoup plus équilibrée, Inch'Allah, demain. Amin. Je vous embrasse très très fort, je t'embrasse très fort Sabrina et je vous Merci, dis moi au aussi. prochain épisode demain, Inch'Allah, sur Inch'Allah. Oser éduquer. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah.